présenter les rencontres du One Health. One quoi? One Health. C'est de l'anglais. Ça veut dire une seule santé. En gros, les santé de tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, bactéries, etc., sont interconnectées et interdépendantes. C'est-à-dire que notre bien-être, à nous humains, dépend de la façon dont on traite et considère tout ce qui vit autour de nous. Alors, salut tout le monde, moi c'est Barbara. Bienvenue sur le podcast de l'unité One Health de l'Université de Liège. Aujourd'hui, on rencontre Claire Williquet de l'ONG Eclosio et Juliane Irabor, doctorant à l'Université de Liège. Bonjour Claire et Juliane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais. Donc rapidement, en fait, Claire et Juliane, avant de vous présenter plus longuement, est-ce que vous pourriez simplement chacun me dire ce que représente le One Health pour vous? Moi? Ok. Pour moi, donc, je vois le One Health plutôt dans le sens de l'interdépendance. Le fait que les choses sont liées et comment cela impacte notre manière d'agir sur une population, des êtres humains, des animaux ou des faunes, tu vois, l'environnement aussi. C'est comme ça que je vois ça, interdépendance. Et les choses qui sont interdépendantes, bah, ça crée des conséquences qu'on ne peut pas imaginer, parfois, on ne peut pas anticiper. Et ça devient complexe au fur et à mesure. Ouais. Et c'est ça qui, pour moi, est très intéressant dans le One Health. Merci. Ouais, merci. Je t'écoute, Claire. Moi, je vois ça comme une opportunité d'un changement de paradigme. Ça permet de cadrer une pensée où les choses sont vues en interconnexion et du coup, ça propose de façon assez complexe une autre perspective, une autre façon d'appréhender les choses, de vivre son rapport à la nature, de vivre son rapport aux animaux. Ça bouscule des cartes qui amènent quand même un changement en profondeur. Donc si je résume en un seul mot, interconnexion, c'est juste? Ça vous parle? Mais oui. Je pense qu'avec Claire, il y avait une notion de perspective, de voir d'un autre point de vue et l'importance de ce changement de réflexion. De lunettes. Exactement, de voir l'importance d'un autre être quelque part, pas seulement l'être humain en soi. Ouais. En tout cas, ça que j'ai compris, mais peut-être... Oui, c'est ça, et qui redessine l'appréhension des choses, quoi. Exactement. Et la façon d'agir sur les choses. Et donc voilà, ça propose vraiment un cadre, quoi. Parce qu'on peut critiquer ce qui ne fonctionne pas dans notre système actuel, où les choses sont très, par exemple, segmentées, où effectivement on se pense peu dans la nature, où on voit peu le lien qu'on a avec les animaux, etc. Et on peut critiquer ça, mais d'avoir l'opportunité d'avoir un cadre qui me permette de positivement repenser les choses et pas dans l'opposition, je trouve ça vraiment... c'est intéressant pour ça, quoi. Ouais, très, je trouve. Et suite à ce que vous venez de partager, j'avais envie de vous en demander plus sur le lien qui existe entre ce concept qui est une seule santé, donc le One Health, et vos activités et vos fonctions. Donc Claire, tu travailles actuellement chez Eclosio et en tant que chargée d'éducation permanente, c'est ça? Oui, d'éducation à la citoyenneté mondiale. D'accord. À noter qu'Eclosio va bientôt changer de nom, donc je le précise quand même pour Super, que le podcast ne périme pas trop vite. Donc oui, on est en transformation, on va s'appeler Ucopia. D'accord. Donc, voilà. Parce qu'il y a eu il y a une fusion avec l'ONG de l'ULB. Et donc, on élargit notre champ d'action. D'ailleurs, on intègre aussi plus les problématiques de santé. Ce qui rend aussi le One Health particulièrement intéressant parce qu'en élargissant nos thématiques, on peut aussi les penser en interconnexion, quoi. Avant, si on était fort sur les systèmes alimentaires, de production alimentaire, on intègre les systèmes de santé. Sur une approche territoriale dans la coopération, c'est évidemment très intéressant de se dire, tiens, comment... on pense l'alimentation en lien avec la santé. Alors on a encore peu de projets vraiment vétérinaires, mais dès qu'on aborde l'aspect One Health, ça invite vraiment aussi encore à penser cette interconnexion
et les 3 santé. Mais ça, c'est pour la coopération internationale et je fais une petite digression avec le changement de nom. D'accord, ok. Et toi, Juliane, donc toi, tu travailles comme doctorant, c'est ça, à l'Université de Liège. Et donc, déjà, en quoi consiste ta thèse? Oui, voilà, c'est ça. Donc, ma thèse, en fait, c'est d'aider les futurs professionnels de santé, en santé publique, mais aussi en médecine vétérinaire, et peut-être si on peut avoir les gens en environnemental, ça peut être chouette, mais les diplômés, futurs diplômés, à mieux comprendre leur place dans un monde qui est complexe. Parce que avant, on voyait qu'un médecin vétérinaire, il comprend bien tout ce qui est technique. Mais ce qu'on voit avec le monde, c'est qu'avec ces maladies zoonotiques, avec les problématiques comme la résistance aux antimicrobiens, ça mène les gens à travailler dans une dynamique multi-acteurs. Il te faut une sorte de coordination de plusieurs équipes. Il te faut une manière de faire submerger des tensions parce que vu qu'on est plusieurs équipes différentes qui travaillent dans plusieurs secteurs, on a aussi plusieurs intérêts différents. Et comment un étudiant qui a appris à travailler dans un laboratoire ou qui a appris à travailler sur un animal de compagnie ou les grands animaux arrive à travailler dans un monde où c'est pas seulement l'acte technique de l'animal, mais le fait que je dois gérer les dynamiques avec mes patients, moi-même, avec les intérêts financiers ou pas, avec le côté éthique des choses, les valeurs et tout. Comment j'arrive à travailler dans ce monde? Qui est multisystémique. Exactement. Et c'est ça la complexité en fait. Donc pour moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'éducation qui va donner une expérience à ce genre de situation. Et cette situation-là va leur montrer donc une prise de conscience de voilà le monde après mes années de l'école qui est très scripté, très contrôlé. J'ai la théorie, j'ai un examen, j'ai mon résultat. Ça suit, c'est simple. Ça. Mais dès que je sors, c'est le chaos total. Et donc, c'est le crash. Exactement. Donc, comment on peut se préparer les gens à vraiment rentrer dans ce chaos et au moins être conscient de ça au début. C'est ça que je fais. Ouais, c'est très très intéressant parce que j'ai un peu vécu ça de l'intérieur parce que j'ai vécu les études et puis je suis sortie. Et même si on nous y prépare tout au long de nos études, c'est quand même difficile émotionnellement parlant, ce côté multisystémique, parce qu'on aurait simplement envie de soigner des animaux, simplement. Et toi, Claire, on en a déjà pas mal parlé du lien entre tes activités et le concept One Health, mais concrètement, est-ce que tu pourrais peut-être mieux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de chargé à la citoyenneté mondiale et solidaire chez Eclosio? Bien, donc l'objectif, alors c'est très large et quand on le dit comme ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Donc c'est de développer chez les jeunes et en particulier chez les étudiants puisqu'on travaille sur les campus une compréhension de ce qu'on appelle les rapports de domination et la capacité d'agir pour une société plus durable, inclusive et solidaire. Non, vaste programme. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est vraiment vraiment, et c'est ce que tu disais aussi, Juliane, je pense, c'est la capacité à avoir une lecture complexe des phénomènes mondiaux ou même... on est aussi ancré dans le système, donc finalement dans son quotidien, voilà comment la complexité du monde résonne et traverse aussi notre quotidien. Et donc cette idée d'interdépendance, de système, donc c'est vraiment avec aussi cette idée de conscience critique, quoi. Quels sont les rapports de pouvoir derrière, quelles sont les inégalités, quelles sont les hiérarchies, quels sont les rapports de domination, et donc vraiment d'avoir cette lecture critique du système pour déjà le comprendre et puis trouver des leviers d'action là où on est pour les transformer. Et donc le One Health,
vient remettre en question déjà certains de ces rapports hiérarchisés, notamment entre les savoirs, par exemple. Le One Health va fort pousser à la transdisciplinarité ou même à l'interdisciplinarité. Donc, c'est parce qu'on sait qu'il y a des hiérarchies entre les savoirs. Donc, la notion de One Health vient interroger ça. Évidemment, elle vient interroger le rapport homme-nature, animaux et la hiérarchie qu'on peut avoir et tout ce qui peut être parfois c'est pas très visible aussi, en fait. Les choses qui sont à l'intérieur, mais c'est pas explicite. Et parfois, on sait bien qu'il y a un rapport, il y a l'hiérarchie, mais si on n'explicite pas, on travaille en aveugle ou on travaille avec nos intérêts cachés. Mais l'exercice que je comprends, c'est de pousser les gens à expliciter ses intérêts, parce que si c'est pas mis sur la table, on peut pas avancer, on va toujours avoir nos agendas secrets, quoi. Donc comment pousser les gens à arriver vers cette manière de réfléchir, c'est ça qui est important, je pense, ici, quoi. Et le lien avec ce qu'on fait tous les deux, je pense. Oui, et éviter la reproduction d'inégalités parce qu'elles ne sont pas conscientisées ou parce que... Voilà, donc prendre conscience de ça et puis alors, le paradigme d'une seule santé, comme je le disais, c'est proposer une façon d'envisager une société plus durable, il y aura un meilleur respect du vivant, plus solidaire aussi, plus égalitaire aussi au niveau international, donc voilà, c'est comme ça que ça fait écho. Super. Merci, c'est assez explicite et puis je trouve que vous renforcez vos explications l'un l'autre, c'est assez sympa de voir comment vous retraduisez. Claire est très cool, c'est pour ça. Mais tu l'as encore plus. Tous les deux, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Donc, pour tous les deux, alors j'ai une question aussi qui est très ouverte. Un partenariat serait-il imaginable entre vous ou est peut-être déjà en cours? Mais bien sûr. Vas-y, tu racontes. Ok, en fait, on a déjà commencé à travailler ensemble sur certains éléments, notamment un jeu. Je sais pas si je dis le jeu et tout, je sais pas si c'est important. On peut le faire à deux voix. Hein. Oui, ok. Ouais. Donc peut-être tu peux donner le contexte du jeu et voir comment on arrive à le créer. C'était le jeu de ficelle. Mais... Oui, c'est ça. Oui. Et donc c'est venu de nos collègues au Bénin qui avaient envie d'amener chez leurs partenaires une réflexion autour du One Health, donc une réflexion systémique. Et donc il y a un outil en ECMS qu'on utilise souvent pour introduire une réflexion systémique, c'est le jeu de la ficelle qui permet de voir les différents éléments d'un système et comment ils se rentrent en interaction. Ça peut être un aliment ou ça peut être... Et donc on s'est dit que c'était le genre d'outil qui convenait bien à One Health. Et donc on a commencé un peu à le développer, puis on en a discuté avec Juliane. C'est ça. Et donc l'idée en fait derrière, c'était que le jeu de ficelle montrait la complexité d'une situation. Le fait qu'il y a plusieurs liens qui fait en sorte que, par exemple, ce que vous mangez doit passer par plusieurs secteurs, plusieurs personnes et tout. Et donc ça, c'était l'importance du jeu de ficelle. Mais nous, on commençait à penser à... L'idée de One Health, c'est de donner une agentivité aux gens. C'est ça le mot? Oui, agentivité. Oui, parfait. C'est bien? Tout à fait. Magnifique. Ok, j'ai appris le mot aujourd'hui. Je suis anglophone de base, c'est pour ça. Donc, agentivité aux gens, ça veut dire que à part le jeu de ficelle qui montre les connexions, parfois ça peut donner le sentiment d'impuissance. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire dans ce système-là? Parce que c'est extrêmement grand, c'est les institutions, le changement climatique, tout ça va impacter finalement ce qui rentre dans ma bouche. Ok, mais nous on voulait pivoter un peu cette réflexion vers, on veut montrer que malgré cette complexité, on peut collaborer ensemble. On peut faire quelque chose, mais la collaboration n'est pas facile. Il y aura des tensions, il y aura des intérêts. Comment le jeu va faire soulever tout cela? Soulever? Émerger. Émerger, merci, ça c'est mieux. Tout à fait. Mais d'une manière où c'est scripté. Donc, l'idée derrière maintenant, c'est que on veut scripter une tension ou un problème d'intérêt pour que les gens puissent voir ça.
c'est ça la différence maintenant. Le jeu agit comme un moteur de passer, voilà, c'est ça, de visualisation de ce qu'on veut que les gens comprennent. Ok. Et si je peux me permettre, Oui. donc, pour que les auditeurs comprennent, donc le jeu de la ficelle, c'est plusieurs personnes qui sont assises en cercle, c'est ça? Exact. Avec un rôle bien défini, Mhm. ici dans le jeu que vous créez. Mhm. Et chacun tient un bout de la ficelle en fonction des interconnexions Voilà, qui c'est se ça. déroulent entre les acteurs. C'est ça, Oui, oui, ouais. c'est vrai, En fonction voilà. des Ça, interconnexions. c'était clé, oui. Ouais. Il y a des tensions qui se jouent sur la ficelle Exactement. ou pas, Ou pas. enfin, Oui, en oui. fonction des liens qui unissent Les uns les autres. uns ouais. les autres. Ok. Mhm. Donc ça, c'était juste pour être Poser sûr. la base, Poser désolé. la base. Oui, c'est Non, ça. pas de souci. Et donc, Donc pour nous, c'est cette réflexion autour de comment amener les gens qui ont fait ces ficelles, qui ont montré que oui, effectivement, il y a une complexité, vers qu'est-ce qu'on va faire sur base de ce qu'on a vécu. Et c'est ça le côté de collaboration. On arrive à mobiliser nos savoir-faire et nos savoir-être pour pousser la réflexion au-delà de complexité et certain, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est ça qu'on travaille ensemble. Ouais. C'est pas encore fini, hein. Oui. On explore hein, et on ouais. teste. C'est ça qui est chouette. c'est déjà une chouette ambition de base, parce que c'est vraiment matérialiser quelque part, finalement, les relations entre les uns et les autres. Exact. Les personnes, enfin, permettre de les visualiser Mhm. et de voir comment est-ce qu'on peut avoir une action sur Sur ces ça. interactions. Oui, C'est ça, exactement. ouais. Ouais. Et je pense que c'est un gros enjeu parce que ben voilà, on est dans une société où on a eu l'habitude d'appuyer sur un bouton et que les choses changent. Mm. Et Tout à en fait. fait, du coup, comme les changements sociaux, ça se passe pas comme ça, que c'est toujours Plus beaucoup lent, plus quoi. diffus, Ouais. plus lent, moins action-réaction, bah, souvent les personnes se sentent impuissantes parce qu'elles ont l'impression que quand elles posent un acte, ça n'a pas un résultat. Enfin, et c'est un peu cette oscillation entre impuissance ou surpuissance. Et Exactement. donc, se dire, bah voilà, dans la place où j'ai des leviers qui sont les miens, d'action, qui sont pas ni une baguette magique, ni Exactement. rien du tout, qu'en fonction de l'acteur qu'on est, on a des pouvoirs différents. Et c'est de pouvoir réfléchir vraiment sa place dans ce système et son agentivité, sa capacité d'action là où on est, qui je pense est vraiment un enjeu hyper important si on vise une transformation sociale, quoi. Exact. Ouais. Et donc c'est un peu l'objectif de ça, de cet outil, quoi. Je vois, Qu'on enfin, je essaye. crois que je capte ce que vous voulez faire passer. Et à ce propos, j'ai envie de vous demander la question suivante, c'était comment faites-vous ou quelle est votre stratégie pour faire passer ces valeurs à votre public ou à la société de manière générale? Et si je résume de nouveau en un mot, peut-être, est-ce que ça peut être le jeu? Oui, oui. Mais derrière le jeu, je pense que c'est l'expérimentation, quoi. Ouais. C'est le jeu, c'est une façon d'expérimenter et donc d'aller chercher, de ne pas simplement être dans du cognitif où on parle au cerveau, mais c'est aussi aller par l'expérience réveiller l'émotion, réveiller d'autres sens et tout ça qui vont amener un apprentissage plus profond, je pense, et puis aussi une envie c'est plus engageant, quoi. Ouais. Enfin voilà, le jeu est quand même un outil qu'on utilise beaucoup en éducation à la citoyenneté mondiale pour ça, quoi. Parce qu'il va, émotion, c'est vecteur l'émotion est vecteur de mobilisation, et en même temps pas que, on a aussi dans un atelier, on va aussi passer par une phase d'analyse, de compréhension, etc. Mais surtout quand les enjeux sont lointains aussi, parce que si on va en éducation permanente, on va partir vraiment du quotidien des gens, de leur vécu et tout ça, d'en faire des liens plus larges. Mais l'éducation à la citoyenneté mondiale, quand on parle d'enjeux qui sont lointains dans les pays d'Afrique ou ailleurs, c'est parfois difficile d'aller réveiller ça chez notre public, nous qui est plutôt des jeunes qui n'ont pas forcément voyagé, etc. De passer par l'expérimentation, le jeu et tout ça, ça permet de s'y rapprocher avec leur vécu aussi, ça. quoi, ouais. Et donc moi je vois plutôt Une façon de vivre le truc. cette idée de jeu ou des outils participatifs plus larges comme une manière de structurer un peu la complexité.
C'est ça que moi je vois ça. La communauté, on ne peut pas structurer ça. Mais on peut structurer ce qu'on veut passer comme message. Parce que pour moi, l'idée, c'est comment... Il y a beaucoup de théories sur des choses établies. Mais la manière dont les gens vont comprendre cette théorie, oui, on peut faire une transmission directe, oui. Ou on peut donner une situation qui est cadrée pour faire émerger quelque chose et voir ce que les gens en pensent de cette situation. Là, ça te pousse la personne d'être plus actif dans tout ce qui est réflexion, action et re-réflexion à nouveau. Et donc, c'est ça, je vois l'importance de ce genre d'expérimentation parce que ça leur pousse plus loin. Le seul problème, la contrainte, c'est que comment on est sûr que ce qu'ils ont vécu est vraiment ce qu'on voulait leur donner ou comment évaluer plutôt ce qu'on fait. Et c'était toujours le problème que je vois avec les enseignants, les consultants qui veulent mobiliser ce genre d'outils. C'est comment mesurer si les gens ont appris ou pas. Et on n'a pas encore réponse à ça, mais on rapproche petit à petit à cela, parce que si on arrive à anticiper ce que les gens vont voir, on peut mettre en place à mesure de collecter si notre anticipation a fonctionné ou pas. Donc, je rentre plus dans la théorie, désolé. Ouais. Mais... Non, il n'y a pas de souci. Et ça c'est quand tu as un jeu qui assume un but d'enseignement. Exact. Voilà, Ouais. d'emblée. Mais là, c'est une autre question. C'était pas prévu, désolé. Non, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait parler dans ce cadre de jeu peut-être aussi de co-construction? Est-ce qu'il n'y a pas une co-construction de savoir qui peut arriver? Parce que comme tu le dis depuis le début, tout n'est pas forcément prévu dans la complexité des systèmes et des situations. Et en même temps, je veux dire, comme on est plusieurs individus et qu'on est tous uniques, je veux dire, le fait d'aborder des situations complexes ensemble, est-ce que ça peut pas faire émerger aussi d'autres aboutissements que ce à quoi on s'attend à la base? Bien sûr. Oui, bien entendu. Et c'est vraiment l'idée de ne pas être dans du transmissif déjà. Et puis bon, on parle quand même de sujets qui sont fortement portés par des valeurs et tout ça. Et donc il y a vraiment une attention à avoir de la part des animateurs de ces jeux. On n'est pas là pour faire du dogmatisme, de l'endoctrinement et tout ça. Donc il y a évidemment énormément d'espace qui est laissé aux prises de position. Après, il y a les faits, il y a quand même une rigueur à avoir, mais après, il n'y a clairement pas... Et d'ailleurs, ce qu'on vit, c'est des changements de comportement et de valeur. Donc, ce que tu parles d'évaluation, c'est très... il y a vraiment une tension par rapport à ça, entre ces logiques d'évaluation, d'efficacité, tout ça qu'on... Souvent, comme tu dis, même l'université, les bailleurs, bref. Et le contenu même de ces... de ces ateliers et tout ça, mais donc oui, il y a évidemment beaucoup d'espace qui est lié à la confrontation de points de vue, et la richesse sort de ça, quoi. La richesse sort parce qu'on a des points de vue différents, parce qu'on a des expériences différentes, et c'est toujours très, très gai dans un atelier quand tout ça peut sortir et qu'il peut y avoir un débat constructif autour de ça. Mais oui, parce que... Pardon. Oh, vas-y. Non, mais c'est parce que je lisais un de tes articles tout à l'heure, Julienne, et qu'il y avait quand même des réflexions de la part des participants qui étaient étonnantes à certains moments, dont un des groupes qui ont expérimenté ton jeu Tipping Point, qui se sont mis à la deuxième session de jeu à collaborer ensemble, alors qu'au départ tu t'y attendais pas forcément, et qui ont élaboré toute une stratégie pour réussir finalement à terminer le jeu et à gagner ensemble, alors qu'en général, le groupe perd plutôt que gagner. Que gagner, oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, en fait, c'était parce que c'était scripté pour pousser les gens à collaborer finalement. Donc, c'est ça que je voulais mettre l'accent dessus. C'est on doit commencer à changer nos manières de penser à l'éducation, comme quel est l'objectif fixe. L'étudiant doit comprendre telle chose, de quelles conditions est nécessaire pour faire émerger un phénomène, un contexte. Si je veux que les tensions, c'est ça que je veux toucher, tension. Comment je crée une condition où, sans tension, les gens ne peuvent pas avancer? Et donc, c'est d'être
très intentionnels avec nos outcomes d'apprentissage pour que les gens puissent éprouver ça. Et dès que on te met dans une situation où toi, tu as un objectif individuel, moi, j'ai un objectif individuel, je crée des tensions tout de suite. Parce que si le jeu est de gagner moi-même seul, bah, je vais essayer de gagner moi-même. Et on verra au fur et à mesure que seul, en fait, ça ne marche pas. Et c'est là où les gens doivent commencer à penser à l'autre personne, tu vois. Donc, c'est ce genre de pédagogie que j'essaye de viser maintenant, ou nous essayons de viser, et de voir comment cela va peut-être avancer ce changement de paradigme, de réflexion chez les personnes pour le One Health. Moi, ça me motive, enfin en tout cas, ça me donne envie de vous poser plein de questions. Et donc du coup, là, depuis tout à l'heure, en termes de public, on parle des gens. Et ma question suivante, c'était quel est votre public là actuellement, avec quelles personnes vous travaillez dans vos ateliers, ou à quel public est destiné les jeux, les serious games Donc, le public cible, on va dire, d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire pour Eclosio, c'est les étudiants. Donc, on est sur des publics 18-25. Ouais. Voilà, moi je travaille aussi beaucoup avec les enseignants parce que voilà, ce sont aussi des relais par rapport aux étudiants, quoi. Mais voilà, c'est le public avec lequel on travaille. Ouais. Ok. Et pour moi, avec les jeux, en fait, on a essayé de créer des jeux qui aident aux étudiants parce que c'était le public le plus accessible pour la recherche. Mais ça a fonctionné avec les gens qui travaillent déjà, les équipes dans les organisations non... Comment on dit ça? ONG? Oui, organisation non gouvernementale. Et donc tout le monde, en fait, parce que on essaye de baser le jeu, ce que vous avez parlé de jeu Tipping Point, sur un contexte qui est extrêmement large. Tu as la terre, tu as une maison, tu as des déchets. Ça ouvre la possibilité que n'importe qui peut comprendre ces dynamiques et c'est pas fort spécifique au contenu, quoi. Donc c'était ça l'idée. Mais je prends une casquette de participant, mais l'autre casquette d'éducateur. En tant qu'éducateur, pour moi, comme Claire disait, on vise ce genre d'accompagnement dans le jeu pour les éducateurs. Le seul problème qu'on a, c'est que ils ont, on ne veut pas dire peur, mais pense comme un apprentissage, comment on dit, problem-based learning. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Apprentissage basé sur une problématique. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est très ouvert, c'est censé être complexe, n'est-ce pas? C'est censé être imprévisible. Bah, le problème avec les éducateurs, c'est qu'on est fort confortable avec le contrôle. On connaît bien nos contenus. On connaît bien comment transmettre ce contenu. Et finalement, on te met dans une situation où l'étudiant va poser une question que tu n'as pas anticipée. Comment toi, tu réponds à ça? Et là, tout de suite, les gens, ils vont dire, non, mais laisse tomber, on va juste faire ce qu'on est à l'aise à faire. Et donc, il y a un double enjeu. En même temps que ces expériences sont super pour le participant, mais quel est le cadrage pour l'éducateur pour qu'il puisse utiliser ce jeu avec confiance aussi? C'est ça. Et c'est ça qu'on veut essayer de rassembler, le fait qu'on peut anticiper la finalité du jeu. Ouais. Ça aide l'éducateur parce qu'il sait exactement ce qui va se passer et il peut poser des questions c'est sûr qu'il y a des gens qui vont penser différemment, mais il peut quand même cadrer d'une certaine manière qui va donner un peu de confiance à l'éducateur aussi dans le processus. Donc, on amène cette interdépendance non seulement l'homme, l'animal, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Il faut prendre plusieurs perspectives quand on crée quelque chose aussi et voir quels sont les intérêts différents, quelles sont les divergences de valeurs et comment cela va nous aider à avancer plus vite ou va nous freiner.
C'est ça, finalement, ça demande beaucoup de travail. Hein. C'est ce que Exactement. tu dis, c'est que plus le type de public est varié, et plus ça demande du travail dans la préparation des ateliers, etc. Exactement. De façon à se positionner. Enfin, je vois que Claire, tu veux réagir. Oui, mais c'est un peu pour paraphraser, mais je pense que c'est pas le même métier d'être un expert qui transmet ses connaissances, comme voilà, un prof classique, et d'être un animateur d'éducation comme tu décrivais très bien, je trouve, tout à l'heure, qui crée des conditions pour faire émerger quelque chose chez l'autre. Ouais. C'est un autre métier, c'est pas la même posture en fait, et c'est pas la même. C'est ça. Donc comment même accompagner ces profs ou ces éducateurs à aussi avoir ce casquette de temps en temps, c'est tout un job. Oui. Mais c'est pour ça aussi que, nous, dans certains cas, les profs nous invitent plutôt à venir faire ça, parce que finalement, eux sont l'expert et amènent leur expertise au cours, et c'est très important. Mais dans leur relation avec l'élève, l'étudiant, il n'y a pas forcément... l'étudiant va peut-être pas oser venir amener ce qu'il a lui, parce qu'ils sont dans cette relation-là, qui est celle du prof-étudiant, qui est nécessaire, mais qui est différente. Et donc, qui n'amène pas le même type d'interaction, le même type d'expression. Il y a une hiérarchie qui pèse un peu sur... Oui, ou en tous les cas d'organisation pédagogique entre le formateur, le savoir et l'étudiant. C'est une certaine organisation où le savoir est transmis de l'un à l'autre. Alors que là, cette relation et cette dynamique formateur-étudiant-savoir est totalement différente. Et donc, ça peut être intéressant de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui n'a pas la posture et qui ne doit pas faire tout un travail pour déconstruire auprès de son public la posture et pour pouvoir arriver à faire émerger les conditions nécessaires pour qu'il y ait une expression des opinions et tout ça. Ça paralyse quand même un prof en général. Et donc, ça peut être intéressant de faire venir, ou bien d'avoir une toute autre approche pédagogique pour un prof, mais c'est des postures très différentes en tout cas. Et donc c'est ça ma vraie passion en fait. Pourquoi j'ai fait ma thèse, c'était de augmenter la capacité des gens à faire des choses en autonomie. Parce que moi je vise devenir un consultant plus tard pour aider les gens, bien sûr, mais en même temps, je me dis, je ne peux pas me démultiplier partout. Il y a beaucoup plus de problèmes que moi seul peux gérer. Donc, comment on essaye, avec une sorte de structure, avec l'outil, aide les gens à tester l'expérience eux-mêmes, d'être confiants, même si on est prof et on a déjà visé une manière d'agir. Si quelque chose peut te donner cette rassurance et cette confiance aussi, peut-être ça peut t'aider à changer ta manière de faire. Comme ça, tu arrives à le faire seul. Parce qu'en même temps, tu es l'expert. Donc, tes connaissances... Moi, je ne peux jamais avoir les connaissances d'un prof qui a fait 15 ans de son métier. Donc, il va mieux... il peut mieux guider le contenu. Mais ce qu'on va juste lui donner, c'est un cadre qu'il ou elle maîtrise bien. Et je pense que ça, c'est ma vision de l'avenir, quoi. J'adore. Merci pour tous vos partages, c'est super inspirant. Et l'avant-dernière question, parce qu'il y a toujours une question finale, et celle-ci c'est l'avant-dernière. En termes de public, est-ce que vous imagineriez créer des ateliers pour des ados, dans l'idée que ça soit peut-être plus accessible, parce que la question que je me pose ici, c'est de savoir si diffuser des ateliers d'éducation permanente axés sur la citoyenneté mondiale et solidaire dans les écoles secondaires, plutôt qu'attendre le niveau école supérieure ou universitaire. Est-ce que ça pourrait, selon vous, contribuer à lutter contre les inégalités de capital socio-culturel au niveau, par exemple, simplement de la population en région wallonne? Il y a plein de questions dans ta question. Donc je vais juste simplifier. Est-ce que vous imagineriez travailler avec des ados plutôt qu'avec un public universitaire ou bien...
Bah, en fait, ce qu'il y a de bien avec les ONG, c'est qu'on est nombreuses et qu'on a chacune un peu notre... Enfin, il y a des ONG qui travaillent avec les tout petits, les primaires, et puis il y en a qui travaillent vraiment en école secondaire. Nous, il y a les ONG universitaires qui travaillent avec les universités. Et donc, en fait, on a chacune vraiment notre expertise avec ce public-là, quoi. On sait dans notre milieu ce qui est le plus... comment le mieux toucher, comment... et donc, voilà, Éclosion n'irait pas en école secondaire parce qu'on a chacun parce qu'on connaît bien notre public, on est performant avec eux, mais je pense qu'il y a d'excellentes ONG qui traitent des questions. Alors One Health, je suppose que tout doucement ça percole, je ne sais pas exactement à quel point ça a percolé dans toutes les ONG ou pas. Mais des questions environnementales, des questions elles le font très bien avec des outils qui sont vraiment adaptés à ces publics-là et qui sont aussi appropriables par les profs. Ils font des formations pour les profs, vraiment, on s'est un peu spécialisé chacun dans nos publics, ou dans nos sujets, dans les... Mais donc oui, ça existe et oui, c'est intéressant. Pour moi, pour les ados, oui, je pense que ça peut quand même marcher chez eux. C'est juste que j'ai jamais eu un moment de tester cela. Mais on parle d'avoir... il faut encore revoir nos intérêts, nos perspectives, etc. L'équité et l'accès. Est-ce qu'il y aura un espace dédié pour ces ados? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans leurs écoles? Si on fait dans une école, mais pas dans l'autre, comment cela va agir sur l'inégalité, etc. Exactement. Ou pas, Oui, on sait que leurs programmes sont déjà très chargés. Est-ce que ces profs ont assez de temps pour faire cela? Peut-être ça peut être mis dans des écoles d'été. Ça peut être une opportunité. Mais moi, je ne suis pas du tout fermé à ça. J'ai même des écoles liées à les églises. En fait, ils font beaucoup de programmes pour les enfants. Et c'est aussi un lieu ou une opportunité à commencer à parler de One Health là-bas. Mais quel est le One Health qui va parler à un étudiant de 15 à 18 ans? C'est aussi la question qu'on doit se poser. Ouais. Parce que si on vient avec, l'homme, l'animal, l'environnement, ok, chouette, mais comment ça va m'impacter moi? Qu'est-ce que moi je vais faire dans ça? Donc il y a aussi cette réflexion finalement, la place de la personne dans tout ça. Et donc c'est ça, je pense qu'on commence par là. Et si on est intéressé, si Barbara, toi t'es intéressée, on peut voir pour les ados. Hein? Carrément. C'est un peu ce que je cherchais à faire. Oui, alors là c'est vraiment intéressant d'aller vers des ONG qui travaillent en école secondaire et qui ont qui sont déjà connus des écoles. Et ils ont déjà toute l'expérience avec eux. Donc, aussi. Par rapport à l'accès à ces publics-là, c'est par les écoles secondaires. Enfin, ces ONG, elles travaillent dans les écoles, elles travaillent avec les mouvements de jeunesse aussi. Nice. Et puis il y a aussi, parce qu'on parle d'ONG, parce que c'est spécifique et c'est ce qui est coopération internationale, mais il y a aussi tout ce qui est éducation relative à l'environnement, qui est aussi une autre porte d'entrée à mon avis du One Health, ou promotion de la santé, qui est peut-être une autre porte d'entrée. Et tout ça intervient dans les écoles. Il y a beaucoup de soit les profs en formation continuée, soit carrément qui invitent des auteurs externes pour des projets d'école ou dans le cadre de cours. Je pense que c'est énormément de choses qui sont développées finalement tout à fait. Qui sont d'emblée peut-être un peu peut-être invisibilisées de façon générale, ou en tout cas qui ne sont pas forcément visibles, mais qui finalement existent et qu'il suffit d'un petit peu de chercher pour retrouver pas Mais ce qui est drôle, tu viens de dire, là, en fait, tu as parlé d'un concept de fait que des choses sont là, mais on ne sait pas qu'elles sont là. Et on revoit encore la même chose de comment expliciter ça, comment identifier tous ces services et rendre ça visible aux gens. Exact, Donc c'est ça ton job là ici. Mais c'est aussi parce que c'est pas notre... Mais par exemple, moi j'ai des enfants qui sont à l'école primaire, ils font le projet qu'on voit énormément, c'est Ici commence la mer. Et donc vous voyez près des bouches d'égout, là, Ici commence la mer, et donc c'est faire attention à ne pas envoyer du plastique et puis voilà, ça, on voit vite la dimension One Health aussi là derrière. Alors il n'y a pas l'étiquette One Health dessus, mais en fait
Mais ça parle de Mais One ça Health, parle, oui, ça parle de justement. ça, tu vois. Justement. Et toutes les écoles sont au courant de ce projet Ici commence la Oh, mer. bien. On a un super livre à la maison qu'ils ont reçu. Et en fait, c'est parce que nous, on est... Enfin, voilà, Ça, c'est chouette, ça. Voilà, et donc, c'est connu parce que c'est notre environnement aussi, quoi. Super. Ouais. Du coup, ça donne plein de possibilités et plein de choses. qui Vraiment, existent. ouais. Ouais. Et donc, ben là, on est proche de la fin. Mm. J'avais quand même envie de vous demander, si on vous donnait une baguette magique, quelle serait votre utopie du One Health? Comment est-ce que vous voudriez que ça se concrétise pour vous, ces deux petits mots? Ouf. En quelques mots, hein. Vous n'êtes pas obligé Concrétise de le- refaire le monde, mais peut-être juste donner une vision qui vous fait envie. Si j'avais une baguette magique, je veux dire que chaque fois on est rassemblés autour d'un table de parler d'un projet, de commencer quelque chose, dans la vision de One Health, tout le monde soit transparente. Genre, la baguette magique oblige tout le monde à être transparent tout de suite. Dire la vérité, toute Dis la tout. vérité. Et comme ça, c'est sur la table et puis on avance, quoi, tu vois. Comme ça, on sait, ok, voilà les intérêts qui s'alignent, voilà les tensions qui sont là et comment on peut avancer avec tout cela. Mais c'est pas évident, Transparence. quoi. Non, mais c'est déjà tellement. C'est vrai. Bah, moi, ce serait que le One Health soit une réalité, quoi, que les choses fonctionnent, enfin, soient toujours pensées en interdépendance, à décloisonner, enfin, ce serait... Parce que pour l'instant, c'est le One Health est plutôt quelque chose de souhaitable. Voilà. Et donc, on est en train de faire des petits pas vers là, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on bascule vers un système qui fonctionne vraiment Mais ça, oui. où l'interdépendance des trois santé sont vraiment pensées. Et tout de suite réfléchi, Tant quoi. qu'à Ouais. faire, autant. Si j'ai une baguette magique, ma foi. Si ça pouvait déjà One Health, se boom. passer. Non, Voilà. bah, super. Bah, tout grand merci. Merci à pour vous. votre participation. Et pour votre Merci à toi présence pour ton et vos invitation. réponses. On s'est bien amusé. Moi de même. Bon, et ben à une prochaine alors, et puis ben, à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.